Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct, ce nouveau live organisé par Miroir Social en partenariat avec AXA Santé Collective. Donc ce matin, on va parler climat et du lien avec la santé. Et c'est super, Sophie nous rejoint. Super. On est pile poil. Donc ce matin, on parle climat, santé, dérèglement climatique et des incidences sur la santé. Et dans un contexte qui est assez approprié, jusqu'au 12 ou 13 décembre prochain, donc c'est la COP28 qui se tient à Dubaï. Et pour la première fois, effectivement, pour la première fois, il y a eu une journée dévolue au thème de la santé durant cette COP. Donc on est pile poil dans le sujet. Revenons en France et donc on va parler de la problématique comme elle se pose chez nous. Donc merci encore à AXA Santé Collective. Donc représentez, vous êtes 3 pour représenter AXA Santé. Sophia, alors, bon, vous êtes Corinne Guillemin. Toi, tu es responsable de l'offre santé d'AXA Santé Collective. Laura Anses Mascaro, toi, tu es responsable de l'offre de service d'AXA Santé Collective. Sophie Mandelbaum, qui est en charge des relations avec les partenaires, des relations partenariales, va nous rejoindre. Et on a la chance d'avoir 3 intervenants qui vont illustrer un peu la problématique. Corinne Lantôme, toi, tu es donc secrétaire générale de la CFDT Agro en Gironde, dans le 33, et tu travailles dans un domaine viticole. Et en référence à ce qui s'est passé l'année, enfin bon, c'est pas nouveau non plus, tu le diras mieux que moi, mais les incidences de la canicule sur les ouvriers agricoles, enfin les personnes qui font notamment les récoltes, enfin bon, bref, la problématique de l'agriculture, comment elle se pose, tu vas pouvoir nous expliquer ça. Jean-François Naton, toi, tu représentes la CGT, tu représentes la CGT au CESE. Au Conseil économique, social et environnemental, et tu es le rapporteur d'un rapport sur le sujet, travail, environnement, santé, si je me mets dans le bon ordre, je ne suis pas certain. Là, donc les enjeux climatiques et le lien avec la santé. Et donc, tu es rapporteur de ce rapport et tu portes vraiment une je vais mettre le lien tout à l'heure. Je vais mettre le lien, t'inquiète. Et ensuite, Bernard Salengro. Donc, toi, tu es ancien président du syndicat des médecins du travail CFE-CGC. Et tu es vice-président CFE-CGC de l'INRS. Donc, tu vas nous expliquer un peu comment l'INRS se positionne sur le sujet. Et Sophie, je t'ai présenté quand tu n'étais pas là. Moi, je te représente. Donc, tu es en charge des relations avec les partenaires de chez AXA Santé Collective. Et merci à toi d'initier cette rencontre. Et moi, je suis Rodolphe Elderlé. Je suis une responsable éditoriale de Miroir Social et je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Donc, on va commencer avec AXA, avec Laura, sur si on peut, le thème de, comme je disais, à Dubaï, une des journées porte sur le lien entre santé et climat. Si Laura, tu peux déjà, parce que de quoi on parle, quoi. Quand on parle de dérèglement climatique, c'est une chose, et comment on fait les corrélations avec la santé et les risques sur la santé. Si on peut commencer comme ça pour poser les bases, Laura, je te propose de faire ça. Et donc, oui. Écoutez, excusez-moi, bienvenue à tout le monde dans la salle. C'est quand même la moindre des choses et c'est quand même le plus important. Donc, merci à vous de participer à ce live. N'hésitez pas à interagir. Par rapport à comment se pose la situation, c'est quelque chose, on va bien le voir. On avance en marchant, on tâtonne. Il n'y a pas c'est des choses à observer, à analyser, et à en tirer des leçons et peut-être c'est ça avant tout de l'observation et de la découverte et voir peut-être un peu de l'exploration, du test, un peu sur les liens et comment on appréhende ça. On appréhende une nouvelle dimension quelque part, donc on apprend. Donc n'hésitez pas à partager comment ça sonne à vos oreilles dans vos entreprises respectives concrètement sur le terrain. Donc Laura, trêve de bavardage. Laura, je te passe la parole pour nous expliquer un peu comment se font les liens.
Très bien, mais écoute, merci beaucoup Rodolphe. Moi, je suis ravie d'être avec vous ce matin. N'hésitez pas à m'interrompre. Je regarde le chat en même temps s'il y a des choses qui sont pas très claires. Et en effet, quand on parle de l'impact du dérèglement climatique sur la santé, je pense que c'est important, en effet, de cadrer un petit peu ce qu'on entend par dérèglement climatique, parce qu'on pense très souvent, en fait, à la chaleur, aux canicules, et c'est effectivement quelque chose qu'on sent au quotidien, donc c'est très important. Mais il y a plusieurs facteurs quand on parle de dérèglement climatique. Donc, il y a effectivement les variations de température. Donc, ça peut être le chaud, mais ça peut être le froid aussi. C'est l'intensification de la pollution, que ce soit la pollution de l'air, mais de l'eau et de la terre aussi. L'augmentation du pollen. Le déséquilibre des eaux, qu'elles soient en excès ou qu'elles soient en manque. Et puis, l'arrivée aussi de nouveaux vecteurs pathogènes par les moustiques. Et tout ça, en fait, ça sera autant de sources de pathologies qui affecteront notre santé psychologique ou physique de façon très directe ou de façon indirecte. Alors j'aimerais bien vous faire une cartographie de toutes les pathologies qui peuvent être associées à ces dérèglements climatiques, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc je vous propose peut-être de prendre un exemple et de prendre l'exemple des bulles de chaleur, parce qu'en fait c'est ce qui, je trouve, c'est ce qui nous parle vraiment dans notre quotidien. Et puis par ailleurs c'est le péril climatique qui est très menaçant pour la santé humaine en France aujourd'hui, qui a été le plus meurtrier. Alors, si on prend un impact direct sur la santé des bulles de chaleur, eh bien, c'est l'augmentation à l'exposition au soleil, à l'exposition solaire, et donc des pathologies cutanées, dont les cancers cutanés, dont on sait que pour 50% d'entre eux, ils affectent en fait des personnes de moins de 65 ans, donc des personnes jeunes. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis les années 90, le nombre de nouveaux cas de mélanome cutané a augmenté de 240% chez les femmes et de 440% chez les hommes. Voilà. Et ça, c'est une tendance qui continue. Donc, ça, c'est un impact direct de l'exposition au soleil et du dérèglement climatique. Évidemment, il y en a plein d'autres dont on pourrait parler aussi aujourd'hui. Mais il y a aussi des impacts indirects qu'on voit de façon peut-être un peu moins claire, mais qui sont là, qui existent. Et alors, si on continue sur cet exemple des bulles de chaleur, eh bien, vous savez, quand il y a des vagues de chaleur, il y a ce qu'on appelle un phénomène de cloche sur les villes. En fait, c'est l'air chaud qui monte, qui se retrouve bloqué dans un anticyclone avec les pressions, et il est repoussé vers la Terre tout en continuant à se réchauffer. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène de cloche, et ça augmente les risques chimiques et de pollution à ces moments de pic sur la ville. Et donc, ça provoque une exposition, pour ceux qui sont dans la ville, à des polluants, et donc un risque accru de décompensation des maladies chroniques, voilà, par un phénomène d'inflammation et de déshydratation. Donc, évidemment, nous, on pense tout de suite aux maladies chroniques, pathologies respiratoires, dans ces cas-là, type asthme, mais c'est pas que ça. Ça peut être toutes les maladies chroniques qui sont traitées, et ça représente beaucoup, beaucoup de gens en France. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous affecterait dans notre santé, nous tous, au quotidien, et qui peut s'appliquer, vous le voyez bien, dans le monde du travail aussi, même si, quand on pense à santé au travail, du travail, ça va dépendre de notre secteur d'activité, ça va pas être la même chose si on travaille dans le BTP ou dans le secteur agricole que si on est dans un bureau à Paris quand on parle de bulles de chaleur. Bon, voilà, ça dépend de notre localisation géographique, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire de façon assez générale dans la santé au travail, c'est que l'augmentation de ces canicules, ça va dégrader les conditions de travail, ça augmente la pénibilité. Voilà, c'est des impacts physiques que vous avez certainement déjà vécu avec ces canicules. On est plus fatigué, on dort moins bien la nuit. Ça crée des fatigues chroniques qui peuvent aussi créer des accidents en fonction du type de travail qu'on a. Et puis qui affecte les travailleurs probablement plus vulnérables, plus âgés. Voilà, donc ça, c'était un exemple bulle de chaleur. Vous aurez compris qu'on peut le faire pour l'ensemble des dérèglements climatiques dont je vous parlais un petit peu en introduction. Et c'est un enjeu clé pour nous tous en tant qu'individus, mais ça va être un enjeu pour les employeurs demain, pour accompagner, prévenir, anticiper, et donc intégrer ça dans leur projet d'entreprise. Et je terminerai mon propos avec un chiffre, moi, qui m'a marqué dans l'étude que tu évoquais, Rodolphe, en introduction, et dont Jean-François est le rapporteur, qui est l'étude du CESE.
c'est que 70% des répondants ont considéré que le dérèglement climatique peut affecter en tout cas la santé des salariés et des agents. Donc ça veut bien dire que les gens s'en rendent compte, il y a une vraie prise de conscience et ça crée des attentes. Ça va créer des attentes pour les employeurs dans le monde du travail demain. Voilà. Entendu. Merci Laura. J'ai mis en lien, j'espère que ça s'affiche normalement, ça s'affiche, le lien vers l'étude dont Jean-François, le rapporteur, il va pouvoir développer. Donc, n'hésitez pas à charger le lien. C'est des liens que vous pouvez recevoir pour vous, qui est dans la partie. Vous avez un onglet lien, donc vous pouvez retrouver le lien. Merci à toi, Laura. N'hésite pas à reprendre la parole quand tu veux. Justement, Sophie, tu vas un peu illustrer le propos de. Tu nous entends, Sophie? Oui, okay. Oui, je vous entends. Alors, Sophie, tu vas un peu illustrer tu vas même illustrer les propos de Laura, parce que ces liens entre le dérèglement climatique et le climat et la santé sont pas forcément aussi évidents, et on va le voir ensemble avec ce que tu vas nous montrer. À toi, Sophie. Alors, c'est toi qui le montre, c'est moi qui montre. Ouais. Alors, attends. Ok. Et je ne sais pas pourquoi ma caméra est bloquée, j'arrive pas à l'ouvrir, donc vous voyez je suis désolée. Bon, tant pis. En tout cas, oui. Alors, comme je suis en charge des relations avec les partenaires sociaux, ça veut dire que je partage les sujets de protection sociale avec des élus CSE, les organisations syndicales. Et bien sûr, la question de l'impact du climat sur la santé est apparue comme un sujet important à partager pour anticiper, mais qui ne venait pas spontanément. Les prérogatives des CSE en matière de transition climatique, de transition énergétique, ces prérogatives sont assez récentes. On voit que les représentants des salariés s'en emparent très progressivement. Il manque de visibilité dessus. Et sur santé et climat, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, on n'a pas de risque intrinsèque aux évolutions climatiques. Par contre, c'est un effet amplificateur d'un peu tous les risques santé. Et pareil en matière de santé au travail. Et Jean-François le développera bien mieux tout à l'heure. Alors, on a commencé par, dans les interventions que nous faisons, partager. Vous voyez, là, on a 4 situations de travail avec des personnes qui travaillent dans des environnements très différents. Et on demande aux personnes qui participent à nos animations de commenter, de voir ce qu'évoquent ces situations et quels risques il peut y avoir derrière. Alors, Laura a parlé du mélanome, donc je vais pas développer plus que ça, mais vous savez qu'il y a donc les chauffeurs routiers qui ont souvent l'oreille gauche qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale parce que c'est la partie soumise au rayonnement solaire. Voilà, donc on a l'impression qu'ils se sont fait grignoter l'oreille gauche. En fait, c'est une intervention chirurgicale. C'est un métier, pour le coup, c'est un problème un risque professionnel. On voit la personne qui est à droite, dans la bulle en haut à droite. Donc là, on voit une personne en situation professionnelle qui sert dans une brasserie en plein air. Et il y a un petit cercle et on voit à l'intérieur un moustique. Donc, ça concerne les personnes qui travaillent en plein air, mais ça peut être n'importe quelle entreprise dans laquelle vous avez à l'entrée, à l'endroit où les fumeurs vont faire leur pause ou à l'entrée où les personnes attendent, eh bien, vous pouvez très bien avoir une plante avec une coupelle. Dans cette coupelle, il y a de l'eau stagnante. Et avec un risque de profusion des moustiques. Et même, par exemple, sur les tours de la Défense, un médecin m'expliquait que sous les pavés à la Défense, il n'y a pas la plage, il y a beaucoup d'eau stagnante et qui chauffe parce que les rayons solaires font chauffer ces pavés-là. Donc, en dessous, c'est un vrai paradis pour les moustiques. Voilà, je ne vais pas tout développer. Sachez simplement, on va prendre celui qui est en bas à droite, qui est celui auquel on ne pense pas souvent. C'est la situation, c'est la question des risques sur la santé mentale, puisqu'on voit
une personne qui est en situation de travail, qui a son bureau. Sur son bureau, il y a la photo encadrée de son adolescent. Et on sait à quel point les adolescents sont touchés. Alors, on parle de solastalgie, on parle d'éco-anxiété. Et ça peut aussi concerner des salariés directement ou par voie de ricochet parce que leurs propres enfants sont concernés. Donc, voilà un peu le type d'animation qu'on fait. Là, je ne vous ai pas fait l'animation complète, je vous ai fait un commentaire. Mais ça permet de commencer à réfléchir selon mon entreprise, son implantation, selon les salariés, sont-ils des populations à risque ou pas, selon les catastrophes naturelles également auxquelles l'entreprise peut être exposée, eh bien, quel va être le rôle de prévention de cette entreprise. Voilà. Merci Sophie, merci beaucoup pour cette illustration. Attends, je vais couper ça. Hop. Merci Sophie. Corinne Guillemin, donc toi tu es en charge de l'offre, tu portes l'offre santé de d'AXA Santé Collective. Et on avait déjà fait un live ensemble sur les données de l'absentéisme et votre volonté d'exploiter les datas que vous recueillez et d'en faire quelque chose. Et ça donne quoi en termes de sur le thème climat, santé, la data, l'approche par la data, ça donne quoi et ça ressemblera à quoi chez AXA? D'accord. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, Rodolphe, sur ta question précise en fait de l'exploitation en fait de la data, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, elle est déjà en fait utilisée, mais elle est utilisée plus dans des finalités, des impacts sur les sites d'exploitation et donc les impacts sur les biens. Donc toutes les données de météorologie, température, le vent, etc., font l'objet en fait d'analyse et permet à travers notamment une de nos structures qui s'appelle AXA Climate, de sensibiliser en fait les entreprises sur l'impact du dérèglement climatique sur leur activité. Maintenant, l'activité en fait c'est bien, mais il n'y a pas d'activité sans personne, et donc il faut aller effectivement sur le terrain de l'exploitation de la data en matière de santé. Donc la première des choses que l'on peut faire assez naturellement, c'est d'utiliser les données en fait météorologiques pour alerter en fait les employeurs sur des épisodes en fait climatiques extrêmes. Et donner ainsi, leur donner la possibilité en fait de donner des messages de prévention, de protection déjà, de protection, puis de prévention en fait auprès de leurs salariés. Mais pour notamment éventuellement en fait venir ou ne pas venir en fait sur un site. Mais on peut également en fait adresser des consignes de prévention en fait qui sont dédiées à la santé. Et notamment en allant exploiter en fait des données autour du taux de pollution, du pollen, de l'intensité des UV, mais également du bruit. Dans certains cas, effectivement, certains événements en fait sont générateurs en fait de bruit. Donc, on voit bien que aujourd'hui, l'exploitation en fait de la data existe, mais n'est pas forcément effectivement largement utilisée à des fins de prévention en matière de santé. Et en tout cas, de notre côté, c'est ce sur quoi nous travaillons. Laura, tout à l'heure, a parlé en fait de bulles de chaleur. Et nous avons décidé, alors on est en train de lancer en fait cette initiative, mais on souhaite en fait mesurer les impacts de ces bulles de chaleur en fait sur l'absentéisme des salariés. Alors bien évidemment, de manière anonymisée, mais on pense que à travers cette étude, ça pourrait être un bon élément pour aller sensibiliser les employeurs à l'importance de faire de la protection et de la prévention auprès de leurs salariés sur la santé liée à l'impact des évolutions climatiques. Ok, très bien, de bonnes perspectives, avec potentiellement, donc, en fonction de la quelque chose de sur mesure, c'est-à-dire en fonction de la localisation de l'entreprise, de sa géographie. Absolument. Absolument. Parce qu'effectivement,
il y a ce qui est annoncé, on va dire, par des météorologues, mais au bout d'un moment, on a envie de savoir localement, effectivement, ce qu'il se passe. Et c'est grâce à l'exploitation de la data et en allant affiner que l'on peut effectivement prodiguer les meilleurs conseils, en fait, au bon endroit. Entendu. Corinne, tu as une question d'Amélie là, dans le chat là, qui dit quand les données de météo arrivent en fin de journée, comment on s'adapte en tant que salarié sur le fait, enfin, le timing en fait. En fait, c'est une très très bonne question. En fait, je pense qu'on est tous en train de constater que les prévisions météorologiques, elles sont jamais bonnes et parfois même la veille, on a des prévisions en fait qui sont en fait erronées. Et c'est souvent en fait lié au fait que on ne va pas suffisamment en fait, on n'affine pas la prévision. Ça c'est le premier point. Et deuxièmement, parce que tous les modèles météorologiques sont basés sur des dizaines d'années d'observation, où il y avait une certaine récurrence. Et depuis, on va dire, au moins 5 ans, ces modèles-là, en fait, sont totalement bouleversés. Et donc, au-delà de l'exploitation de la data, il y a également des modèles à travers l'intelligence artificielle à rebâtir pour regarder progressivement et apprendre. En fait, il y a de l'apprentissage en fait à avoir. Tout ne se fera pas en un temps, hein, mais au fur et à mesure où les années vont passer, on arrivera de plus en plus en fait à reconstruire en fait ces modèles. Et la technologie, elle est, on va dire, plus développée aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Entendu. Merci beaucoup, Corinne. Alors, il y a une question. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou Laura qui voulait répondre là-dessus. La balle est au centre. La question est-elle, on parlait de le fait que maintenant, avec la santé, c'est l'occasion de s'intéresser aux individus, de montrer qu'avec ça, la question, c'était pas simplement les dommages aux biens, enfin sur les biens. Et la notion et le côté un peu sensible que ça peut avoir, l'identification des personnes les plus vulnérables sur ces risques climatiques et qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de prévention avec des approches adaptées, notamment les gens qui ont des problèmes cardio. Enfin voilà, il y a une surexposition de certains profils de personnes. Alors comment vous adressez ça? Alors, on n'a pas la possibilité, l'employeur n'a pas la possibilité d'identifier les personnes vulnérables, hein, puisque c'est le propre en fait du secret médical. Mais pour autant, il est tout à fait possible d'adresser des messages en direction en fait des personnes vulnérables. Et tout simplement, effectivement, dans cette phase de sensibilisation. Et dans cette phase de sensibilisation, on peut, quand on explique effectivement un risque de santé lié au changement climatique, préciser quels sont les facteurs aggravants par profil de risque. Laura évoquait tout à l'heure les personnes qui souffrent d'asthme, hein, et donc ou plus largement en fait de problèmes en fait respiratoires. On peut très bien, quand on explique un risque, dire si tout particulièrement vous avez des problèmes respiratoires, voilà quelles sont les consignes renforcées que nous vous conseillons. Et ça c'est un exemple, mais je dirais que ce qu'il faut retenir en fait de ta question, Rodolphe, c'est de dire que les personnes vulnérables, c'est un mot général, mais il faut ensuite aller les décliner et il y a tout un travail à réaliser et c'est ce que nous allons faire nous à travers des partenariats avec des comités en fait scientifiques pour que impact par impact en matière de santé, on arrive en fait à définir les types de profils à facteurs aggravants avec des consignes spécifiques. Donc il y a un travail d'affinage en fait à réaliser et qui doivent être communiqués en fait à tout le monde et après chacun se reconnaîtra. Ok, parfait. Je t'invite, Corinne, vous avez fait le teasing avec l'étude en cours parce que effectivement c'est un vrai sujet et qu'est-ce qui en sortira. Il y a Anne je te propose de répondre par écrit dans le chat là où vous en êtes. L'autre question, moi j'ai une autre question avant de passer la parole à nos témoins, on va dire.
quid de la capacité d'AXA, du besoin d'accompagnement sur tout ce qui est plan d'action, plan de continuité d'activité, DURP? Quelle est la réalité? Est-ce que dans les documents uniques d'évaluation des risques professionnels, on retrouve la notion de climat, de risque climatique, et comment on la retrouve, et comment vous êtes en mesure d'accompagner les partenaires sociaux là-dessus? Qui veut répondre? Moi, je veux bien répondre. Alors. En fait, comme tout nouveau risque, comme tout risque émergent, il doit figurer dans le DURP. C'est le principe même de l'esprit en fait du DURP. Il doit l'être à la fois pour les sites, la préservation des sites, mais également en fait pour la préservation en fait de la santé des salariés. Et donc, on l'a vu avec le Covid d'ailleurs, mais les entreprises, je dirais qu'elles ont dû agir en réaction, notamment au moment des fermetures et des réouvertures en fait de sites pendant les périodes de confinement. Là, sur le risque climatique, la chance que l'on a, c'est qu'on est prévenu, qu'on n'est pas en risque climatique aggravé tous les jours. Donc, sur le climat, le temps est venu pour les entreprises, effectivement, de travailler posément sur son plan d'action en matière de protection en fait, des risques sur le climat. Alors, c'est vrai que le DURP, ça a souvent été, en fait, pour certains, considéré, pour certains employeurs, considéré comme un exercice imposé, c'est de la réglementation. Maintenant, j'ai envie de dire, en tout cas, nous, on a pu le voir pendant le Covid, ils se sont bien aperçus que c'était quand même fort utile parce que ça vous donne en fait un cadre et ça vous permet également de vous protéger en tant qu'employeur et de protéger vos salariés. Et j'ai envie de dire que le risque climat, ça va redonner de l'intérêt en fait au DURP. En termes d'accompagnement, pour répondre de manière très précise en fait à la question Rodolphe, nous, on avait construit en fait il y a plusieurs années pour vraiment encourager les entreprises à réaliser leur DURP, une offre d'accompagnement qui s'appuie sur un outil qui aide à la réalisation du DURP avec des DURP en fait déjà préformatés en fonction, petit 1, de l'activité, du secteur d'activité auquel l'entreprise appartient et également en fonction de la localisation géographique. Donc, on a, quand le Covid est arrivé, mis à jour ce risque supplémentaire et nous allons faire de même en fait sur la partie climat. Parfait. Et petite perche encore pour vous, c'est parce que vous en avez parlé et ça avait fait l'objet d'un live. On avait fait un live avec la Climate School d'AXA qui était intervenue. Donc c'est l'offre de formation sur les enjeux climatiques proposée. Comment la notion de santé s'intègre dans cette Climate School qui a une offre de contenu qui en parle là-dessus, la partie pédagogie, sensibilisation, formation. Là. Tu veux répondre, Laura ? Oui, pourquoi pas. Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, alors déjà, le sujet de la sensibilisation et de la formation, il est au cœur de notre plan d'action. Comment on accompagne justement les employeurs pour qu'ils puissent sensibiliser de façon efficace leurs employés, mais aussi leurs dirigeants, pour que à tous les niveaux, en fait, il y ait vraiment une prise de conscience. Alors, pour l'instant, on travaille davantage, je dirais, sur la partie, ce qu'évoquait Corinne tout à l'heure, c'est-à-dire pas personnaliser, mais d'une certaine manière, vraiment communiquer au bon moment sur le sujet qui intéresse le salarié. C'est-à-dire, par exemple, il y a un pic de pollution, nous, on est capable de le savoir avec les données météorologiques, et donc, avant 17h, si possible, on envoie une communication à l'ensemble des employés pour pouvoir dire attention, aujourd'hui, il y a beaucoup de pollen. Pour ceux qui sont allergiques, par exemple, n'oubliez pas votre ventoline. Bon, c'est pour donner un exemple, hein, mais on travaille beaucoup là-dessus. Maintenant, sur la Climate School, c'est une piste qui est très intéressante. Tu as tout à fait raison. On n'y est pas encore parce que on a plusieurs formats de formation. On travaille aussi sur d'autres académies qui sont plus axées santé. Donc, on est aussi en train d'identifier est-ce que ça s'intègre bien dans la Climate School ou est-ce que ça fait l'objet d'une académie spécifique qui s'intègre dans une académie plus santé. Voilà.
c'est intéressant. On va en reparler à mon avis parce que notamment ce que vous en avez fait mention, je crois que c'est toi. Enfin, quand on parle d'éco-anxiété, vous avez à côté Mind Health Institute, c'est ça, du côté d'AXA Mind Health Academy. Oui, Mind Health Academy, où vous travaillez sur la santé mentale. Et ben là, effectivement, on est au cœur. Il n'y a pas simplement une approche. Enfin bon, c'est la convergence pas des luttes, mais. Oui, et c'est ce que je pense qu'on en avait un petit peu discuté, Rodolphe. Ça me fait penser à une conversation qu'on a eue où on se disait, en fait, la question, c'est d'arriver par plusieurs canaux parce qu'en fait, c'est en répétant les messages par plusieurs canaux et à des moments différents qu'on arrivera à embarquer et à vraiment sensibiliser les gens. Donc, la question, c'est plus de réfléchir à quels canaux on utilise, sachant qu'ils ne sont pas forcément exclusifs les uns des autres, mais réfléchir à ça pour que ça soit vraiment efficace, quitte à ce que ça soit répété par plusieurs canaux de communication et de formation. Ok, merci à toi Laura. Il y a Agnès dans le chat qui pose gardez-la en tête, ou qui veut répondre, n'hésitez pas. Enfin, c'est sur le côté les entreprises qui ont quand même pas trop intégré des plans de continuité, des plans d'action en cas d'aléas sur les aléas, et la notion de peut-être remettre au goût du jour la notion de droit d'alerte au sens strict du terme, et pour les représentants des salariés. Donc la question, on la garde en tête, mais je pense que ça peut être intéressant de voir. Oui, vas-y Laura. Juste très, très rapidement pour rebondir là-dessus, il y a un autre chiffre que je voulais citer, mais je me souvenais plus de la source, donc je l'ai pas dit. Mais il y a autour de 70% des employeurs qui disent aussi qu'ils se sentent pas outillés aujourd'hui pour accompagner leurs salariés. Donc ça, c'est aussi un point à avoir en tête, c'est il faut aussi se positionner pour aider à accompagner les employeurs à savoir mieux faire demain. Ok, parfait. Eh ben, on va rentrer, je pense, bien concrètement sur le sujet avec Corinne Lantôme. Donc, toi, Corinne, tu es donc secrétaire générale de la fédération, du syndicat agroalimentaire CFDT en Gironde. Tu travailles sur une exploitation viticole de 7 salariés, une petite exploitation moyenne. Enfin, je ne sais pas quelle est 7 salariés, c'est petite, moyenne ou grande du côté de chez vous. Mais en tout cas, tu as une vision globale sur un secteur qui est clairement exposé à pas que, mais en tout cas le risque à la chaleur et les changements et les évolutions que ça amène. Et donc, tu as une vue globale. Et si on peut commencer sur, par rapport à ta vue globale, sur les exploitants viticole, est-ce que dans toutes les propriétés, le document unique intègre clairement la notion de canicule avec ce qui est prévu, etc. Est-ce que tout est carré, etc. là-dessus, ou alors il y a quand même du boulot à faire? À toi. Alors, je vais rappeler quand même une donnée qui me paraît être essentielle à garder en tête, qui est que la majorité des entreprises en France, et même hors agricole, ont moins de 11 salariés. Donc, voilà. Donc, pas de CSE, et ceux qui ont un CSE et qui sont un peu plus importants, soit il y a carence, enfin, il n'y a pas de candidat, et soit des CSE sans accompagnement syndical. Donc, il faut avoir ça en tête. Merci vraiment de le rappeler, parce qu'effectivement, c'est essentiel. Merci. On joue pas dans la même cour. Au niveau du document unique sur la sécurité, je serais extrêmement étonnée que toutes les entreprises, surtout dans les petites, ce document existe. Voilà. Et qu'il soit réel et pas simplement un coupé-collé d'un collègue que l'on a récupéré ou de quelque chose qu'on a trouvé vaguement sur Internet. Donc, et pas par mauvaise volonté ou quoi que ce soit, mais tout simplement par difficulté de comprendre l'exercice et de s'y plier. Beaucoup d'entreprises, un salarié, un employeur. Ok. Donc, Corinne, quand je t'ai alors on a en tête ce qui est la médiatisation qu'il y a eu des décès en Champagne l'été dernier, enfin c'était au printemps dernier. Non, à l'automne, pendant les vendanges. C'est plutôt les vendanges. Donc, les décès qu'il y a eu sur les vignes en Champagne, et tu me disais que toi, dans le Bordelais, c'était quelque chose qui n'était pas nouveau pour vous, ce risque. Le risque canicule n'était pas nouveau. Donc, vous avez une expérience là-dessus. Et au regard de cette expérience, quid de la prévention et de la capacité à mettre en œuvre des mesures de prévention quand bien même on connaît le risque?
Le problème, alors d'abord, la difficulté, c'est l'habitude. En Champagne, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des vendanges très chaudes. Donc il y a un manque d'acclimatation et de réflexe. Ensuite, dans nos métiers, il y a une culture de la dureté quand même. Donc on est dur au mal, on est dur à la tâche. C'est acquis. Et il faut arriver à accepter que notre corps puisse avoir besoin d'attention. Il y a des questions des décisions qui sont prises. Ça, c'est sur les entreprises un peu plus importantes ou les entreprises de travaux agricoles, où il y a un plan d'attention qui est mis et qui, au niveau de la direction. Sauf que derrière, ça va être ce qu'on peut appeler des voies hiérarchiques intermédiaires, donc des chefs d'équipe, etc., sur le terrain, à qui on a mis une contrainte qui va être une contrainte de rentabilité, de rapidité, et puis où parfois on va en plus leur mettre la contrainte de personnel qui ont des cultures différentes, qui ne sont pas, qui partagent pas la même langue et qui ne viennent pas des mêmes origines. Et l'ensemble de ces choses fait que entre la direction et le plan qu'elle a prévu et les règles qu'elle a mis en place, et l'efficience fait vraiment sur le terrain, l'application concrète. Et là, on se rend compte qu'on a encore des soucis. Certains chefs d'équipe ne voient pas l'intérêt. Eux, ils vont pas en souffrir, donc ils voient pas l'intérêt. Il faut se dépêcher. Voilà. L'autre chose, on travaille en milieu ouvert, parfois loin d'un bâtiment. Nous, je vois sur la propriété, je demande à ce que la pose qui soit faite à l'ombre, qui revienne vers les bâtiments. On a une petite propriété, c'est faisable de venir vers les bâtiments pour bénéficier d'ombre et souvent les bâtiments sont un peu plus frais, non climatisés mais un peu plus frais, de façon à ce que le corps récupère. Majoritairement, c'est pas forcément le cas, où il y a un refus des salariés de dire non, on reste sur place, on va pas en plus aller là-bas, et du coup ils restent au chaud. Souvent ils se mettent à l'ombre de leur voiture. La voiture, bien sûr, étant restée au soleil, elle dégage une chaleur importante, et donc la pose n'est absolument pas reposante. Ils ne récupèrent pas. Nous avons aussi le problème qui touche à l'éducation là depuis de tout jeune quasiment, qui va être comment on boit, comment on se désaltère. Est-ce que c'est à grande lampée à un moment donné, ou est-ce que c'est une boisson régulière? L'effet va pas être du tout le même sur le corps et sur la capacité à résister. Les chapeaux pendant les vendanges, moi je vois, on avait une troupe. Il n'y en avait pas un qui avait un chapeau. Donc, il a fallu, je disais, heureusement, le Tour de France est passé pas très loin 2 années de suite, donc j'avais fait le plein de casquettes publicitaires et j'ai pu équiper comme ça pas mal de personnes dans la troupe. Mais pas de chapeau, alors qu'on leur disait tous les jours, mais pensez à prendre un chapeau, vous devez vous protéger. Oui, également, et je rejoins le cancer, comment on fait pour expliquer aux salariés, avec des exemples à l'appui, de leur dire non, vous ne devez pas être en débardeur. Pour vous protéger de la chaleur, mettez un vêtement ample avec des manches longues, ayez le corps couvert. Regardez les Touaregs, ils sont pas en petit maillot de bain. Et vous voyez bien que c'est comme ça qu'ils se protègent de la chaleur. Voyez, et ça fait partie des choses. On a également dans les difficultés, alors cette année, des adaptations des horaires qui ne sont pas toujours souhaitées. Certains salariés n'acceptent pas des changements, soit parce que culturellement ils aiment pas qu'on les bouge, soit parce que problème de transport, problème de garde d'enfants, et donc les embauches à 6 heures du matin par exemple pour pouvoir terminer au moment où le soleil est au plus chaud, c'est compliqué. Il y a également donc comment on fait pour cette question? On a eu un sujet très étonnant et je pense que ça n'avait pas été envisagé
changement dans nos conventions collectives, une convention collective nationale qui mettait que les heures de nuit, le calcul commençait à 6 heures. Et alors que dans la convention collective départementale de la Gironde, historiquement, c'était 7 heures. Ben, du coup, il y a des employeurs qui ont refusé les embauches à 6 heures parce qu'ils voulaient pas payer le taux d'heures supplémentaires. C'est Vous voyez, intéressant. c'est toujours, voilà, on a toujours des imbrications. Il n'y a jamais, c'est pas un problème unique. Alors, Et, vas-y, et vas-y. l'autre chose, pardon, que l'on a constaté, c'est pas un phénomène nouveau. L'addiction n'est pas un phénomène nouveau et la question des drogues n'est pas un phénomène nouveau. Mais lié à la chaleur et à des personnes qui viennent et qui n'ont pas l'habitude, quand vous êtes sous phénomène de drogue, vous n'avez plus la conscience de ce que votre corps ressent. Et là, ça fait partie des difficultés où on se rend compte effectivement de personnes à qui on voit bien que non, elle se rend pas compte que son corps n'arrive plus à transpirer, qu'elle est devenue blanche parce que elle est voilà. Ça lui permet de supporter la douleur physique peut-être, mais du coup, elle perd la notion de sa température corporelle. Entendu. Corinne, merci. On voit bien à ton éclairage que c'est des fois, parfois, quand bien même l'employeur va coller un plan d'action préventif, ce plan va pas forcément s'appliquer parce que l'encadrement va pas appliquer parce qu'il n'est pas fléché comme ça et il n'est pas poussé à le faire, donc il va pas appliquer. Mais il y a aussi les salariés eux-mêmes qui vont refuser des mesures de prévention parce que les horaires, comme tu l'as dit, sont pas adaptés, etc., etc. Un dernier point que tu as abordé, qu'on a préparé l'entretien et que je pense trouve intéressant à poser, c'est la question du lien que vous faites entre le mode de rémunération et la prévention. Parce que, comme tu disais, dans les domaines, il y a deux modes de rétribution, de rémunération. Soit c'est au forfait, ou alors au rendement individuel. Et il y a des gens qui se crament pour un salaire en faisant fi de la prévention, pour le coup. Tout à fait. On appelle ça, alors nous en Gironde, on appelle ça le prix fait ou le travail à la tâche. Hein. C'est le prix fait, le terme habituel. Le prix fait peut être, ça veut dire que l'on est payé avec un certain taux suivant aux 1000 pieds, qui est différent suivant les tâches. Et on l'a aussi dans certains domaines, donc entre autres en Champagne, sur la récolte et le rendement, ce qui complique. C'est pas le cas en Gironde, au niveau des vendanges, heureusement. Le prix fait peut avoir deux modes d'organisation. Soit il est calculé pour toute l'année, et dans ce cas-là, on calcule, on dit, le salarié a 10 000 pieds à faire en taille, 5 000 à faire comme ci, etc. Ça donne une somme globale que l'on divise donc par 12 avec les congés payés, etc. Et donc, il y a une régularité. Celui-là ne pose pas trop de problèmes. Là où ça va surtout en poser, c'est quand ils sont payés au prix fait terminé. Et là, si en fin de mois, ils ont besoin de la somme, ils vont travailler au-delà de leur force. Parce que ils veulent absolument gagner. Et là, l'employeur, on sent bien que, et pour l'employeur et pour le salarié, il n'y a plus de légitimité à imposer un horaire et à imposer une contrainte. Même si l'employeur garde toujours un pouvoir de police, hein, et peut interdire à un salarié de revenir. Mais il y a un sentiment qui est que il ne pourrait pas le faire. Et il ne doit pas le faire. Entendu. Et il y a pas de. Enfin bon, c'est entendu. Une question intéressante. Il y a pas de. Enfin, je la pose quand même. Il y a des contentieux qui ont été jugés sur des accidents qui ont lieu à surcharge de travail parce que. Il faudrait avoir toutes les statistiques et être très clair là-dessus. On n'en a pas. Oui, ça arrive, bien sûr. Des salariés qui s'épuisent et qui font des malaises. Oui, bien sûr. Ouais, mais après, qu'il y ait des actions juridiques derrière. Mais c'est pas le. Qu'il y ait des actions juridiques derrière, non, assez rarement. Assez rarement. Parfois, ils contestent effectivement quand on est arrivé au point d'inaptitude. Et où là, il y a parfois la faute inexcusable de l'employeur qui est invoquée.
Ok, merci Corinne. Il y a une question de Julien là qui est posée, qui fait, je pense que qui fait l'analogie entre ton secteur et celui du bâtiment, des travaux publics, l'exposition de personnes en environnement extérieur. Mais je pense ils sont peut-être plus en avance que vous, je pense. Hein. Alors, Peut-être que je me trompe, oui, et peut-être que Bernard et Jean-François vont pouvoir non, vraiment affirmer ouais. ce que je dis. Non, je crois qu'ils sont plus en avance là-dessus, parce qu'effectivement, on avait remarqué que sur les questions de santé au travail, il y avait eu une énorme démarche qui avait été faite au niveau du bâtiment et qui n'a pas encore vraiment été faite dans l'agriculture. On est en retard là-dessus. Mais le bâtiment, eux, ont une autre contrainte que nous n'avons pas forcément, qui est que l'acceptation des riverains qui sont beaucoup plus proches. Quand vous faites des travaux en ville, vous réveillez les voisins. Quand vous faites des travaux dans les rues en ville, vous allez réveiller tout le monde et il y a des tensions. Dans l'agriculture, à part pour les tracteurs, mais on a quand même moins de soucis. Voilà, c'est plus. On a quelques exemples un peu parfois qu'on peut regretter. On avait eu par exemple des saisonniers qui étaient logés dans un camping. Qui s'étaient logés dans un camping et ils ont été mis à la porte parce que les touristes protestaient sur le fait qu'ils les réveillaient le matin en allant embaucher, quoi, en partant trop tôt. Voilà. Et là, c'est d'autres problématiques de logement. J'ai pas vu ça. Merci d'apporter cet éclairage. L'acceptation de la société aux contraintes que. Ah, clair, c'est bien concret et merci à toi. N'hésite pas à réagir et quand tu le sens à intervenir, tu prends la parole quand tu veux. Jean-François Natton, donc toi, tu représentes le CESE, la CGT au CESE et donc tu es le rapporteur du rapport que je vais mettre, que je vais remettre. Attends, il était où? Où est-ce que j'ai dans les rapports? Pardon. Voilà, je le remets. Le rapport travail, santé, environnement et les défis à relever face aux enjeux du dérèglement climatique. Donc, c'est un rapport qui a été voté, un avis unanime, qui a été voté à l'unanimité, donc en collège employeur comme collège salarié. Ça illustre quoi, ça, cette unanimité? C'est courant dans les rapports du CESE ou pas? Alors, d'abord, bonjour à vous toutes et tous. Vous remercier de l'invitation et puis saluer l'initiative prise par Miroir Social et AXA d'organiser cette initiative. Qui participe, de cette montée en prise de conscience du dérèglement climatique et de ses conséquences et de la nécessité de penser le travailler autrement. Le sens de ce vote unanime, alors c'est le vote unanime du Conseil économique, social et environnemental. Juste un mot sur le Conseil, qui est, je le dis chaque fois que je suis appelé à intervenir, j'aime rappeler que c'est la 3e assemblée constitutionnelle de notre encore belle République. On a le Sénat, l'Assemblée nationale et le CESE. Et le CESE est la chambre de la société civile organisée. Et notre travail, c'est de produire des avis pour éclairer le présent, pour participer à penser et préparer l'avenir. Alors, nos avis sont moyennement pris en compte par les pouvoirs publics et le gouvernement actuel. Celui-ci, il est arrivé dans un moment, on peut le dire, que c'est un des premiers travails où l'entrée par le travail est portée. On a beaucoup réfléchi l'impact climatique sur les
les questions de l'emploi, celui-ci a une entrée directe sur le travail. Et cela est porté le fruit d'une volonté politique, stratégique, de la présidente, de Sophie Thierry, la présidente de la commission Travail-Emploi du Conseil économique, qui a porté la nécessité de remettre en centralité le travail dans nos travaux. Et c'est une stratégie lumineuse parce que ça nous impose en fait de revenir à la réalité de ce qui est et de moins être sur des supposés et de moins être dans des formes d'incantation. Donc là, ce travail et puis l'unanimité, eh bien, c'est aussi la capacité du Conseil économique de s'écarter du bruit et de la fureur pour travailler et de œuvrer à travailler sur ce qui va nous rapprocher, ce qui va être utile, et de s'écarter de vaines polémiques pour faire du buzz. Et s'il y a unanimité, c'est que l'ensemble de la commission, et bien au-delà des partenaires sociaux, parce que le monde associatif est présent, les associations familiales, le monde environnemental, les ONG participent à nos travaux, et c'est bien l'ensemble, je veux dire, des groupes du CESE qui, par leur travail, ont concouru à se retrouver rassemblés sur cet avis. Donc cette unanimité, eh bien, elle est le résultat du travail effectué, et même si j'en suis le rapporteur, je rapporte le travail de la commission. Et donc je suis très très fier que cet avis ait été voté à l'unanimité parce qu'il souligne la prise de conscience en cours et qui s'accélère, je veux dire, de l'ensemble de la communauté du monde du travail, de la nécessité de conjuguer, et c'est tout le fil conducteur de cet avis, c'est conjuguer la nécessité de nous adapter, même l'obligation de nous adapter, mais il n'y aura pas d'adaptation sans atténuation. Parce que la prise de conscience et cet avis y participent grandement, c'est que si le travail, les activités humaines sont la cause des catastrophes et des tempêtes à venir, et si le travail est la cause, il est la solution. Et cette question de l'atténuation de l'impact des activités humaines sur le climat se conjugue avec la nécessité de l'adaptation. Et c'est dans cet esprit-là que nous préconisons, il y a 17 préconisations, et ces 17 préconisations ont une cohérence, je dirais dire, du macro au micro pour véritablement porter cette nécessité du travailler autrement. Voilà, on en est dans cette dynamique-là, et voilà. Après, je peux rentrer dans le. Je vais te lancer sur un point et après, parce que là, tu dis l'atténuation, ralentissement, quand on a préparé ensemble, je reprends ton mot, et la relance que je te proposais, et on en a parlé pendant l'entretien. Toi, tu as chevillé au corps, tu crois vraiment à la notion de dialogue professionnel et la place que ça peut avoir en termes de prévention. Et donc, ce que tu viens de dire en termes de ralentissement, ça veut dire quoi concrètement dans le dialogue professionnel? Un dialogue professionnel où les salariés sont capables de mettre dans la balance prévention et la continuité d'activité par rapport à des situations ou des situations de moins en moins stables. En fait, une nécessité de s'adapter, c'est ce que ça conditionne un peu les dérèglements climatiques. C'est une capacité à s'adapter en permanence et en gardant en tête la prévention. Dans le cadre d'un dialogue de professionnels de proximité. Ça, c'est le discours. Maintenant, la réalité, parce on l'a un peu vu avec Corinne par rapport au domaine viticole. On voit bien que là, avec Corinne, on était bien dans du dialogue professionnel et la difficulté qu'il y a à le faire vivre, quand même. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a ce qu'il faudrait et il y a ce qui est. Ce qui est, on a parlé, ça a été évoqué par AXA, le DU est
un élément, pourrait être et doit être un élément essentiel, je veux dire, de la stratégie de prévention. Sauf que moins de 50% des entreprises ont un DU. Et celles et ceux qui l'ont, mais ça a déjà été dit, c'est des documents uniques photocopiés. Il n'y a pas véritablement de débat. Donc il y a un changement de culture à avoir dans notre pays, de sortir de cette culture réparatrice pour passer à cette culture de prévention et d'éducation. C'est ce sur quoi, je vais dire, les partenaires sociaux œuvrent depuis, et les pouvoirs publics œuvrent depuis des années. Sauf qu'aujourd'hui, le dérèglement climatique nous impose une accélération, je vais dire, de ces changements. Et quand on porte la nécessité du travailler autrement, oui, on porte la question du ralentir. Ralentir pourquoi ? Pour retrouver le temps de se parler, le temps de pouvoir se confronter sur la réalité du travail. Et donc, ce qu'on appelle dans notre jargon le dialogue professionnel pour alimenter le dialogue social. Mais nous allons plus loin dans notre avis avec la dernière préconisation, la 17, qui vient, j'ai envie de dire, asseoir la cohérence de tout cela. Rien ne sera sans les travailleuses et les travailleurs. Rien ne sera sans la prise de conscience et leur action. Et pour cela, nous devons mettre en œuvre un devoir d'écoute. Et donc, vous savez tous qu'il y a 9 principes de prévention dans le Code du travail. Nous préconisons un 10e principe de prévention qui soit le devoir d'écoute, d'organiser le devoir d'écoute. Ce 10e principe deviendrait le premier, parce que pour que les 9 autres soient à l'œuvre, encore faut-il partir de la parole de celles et ceux qui font, parce que celles et ceux qui font, c'est celles qui savent. Et donc ça, c'est une forme de révolution, c'est peut-être excessif, mais en tout cas, c'est l'entrée de la démocratie, c'est poser l'enjeu de la démocratie au travail. Entendu. Il n'y aura pas de changement sans porter cet enjeu de démocratie au travail. Eh ben, dans cette veine-là, et pour prolonger, si tu peux nous parler un peu du radar qui a été développé, qui est porté par l'UJIT-CGT en partenariat dans le cadre d'un financement avec l'ANAC, si je me trompe pas. C'est quoi le radar environnement de la CGT, qui est devenu un appareil confédéral, oui c'est ça, un outil confédéral. C'est quoi le radar pour justement faire remonter le terrain? Oui, parce qu'on peut dire, mais comme toujours, il y a de beaux discours, mais qu'est-ce que vous faites? Donc, il y a dans la vie du CESE, moi, je vous invite vraiment à le lire. Moi, je suis très heureux que dans l'introduction des collaboratrices d'AXA, il a été fait référence à l'enquête que nous avons menée, qui a servi. Cette enquête nous a servi de point d'appui, et cette enquête, c'était la révélation aussi d'une réalité, d'une réalité qui est une très grande volonté du monde du travail de s'engager dans cette stratégie d'adaptation et d'atténuation. Maintenant, il faut passer aux actes. Pour passer aux actes, c'est mettre en œuvre les outils. Et c'est là qu'on a besoin d'être accompagné. Et c'est là que le monde, des complémentaires, le monde, mutualiste, assurantiel, les IP ont toute une place, à reprendre pour accompagner. Mais c'est aussi toute une accélération de la nécessité, mais Bernard Salingro va certainement en parler, de la place et du rôle des institutions qui doivent être mis au service de cette stratégie de transformation et d'accompagnement des entreprises, du monde du travail à s'engager dans ces changements. Et nous, les organisations syndicales, nous avons un défi colossal, nous-mêmes, à nous transformer. Il suffit pas c'est pas qu'au patronat d'entendre et de comprendre ce qui est à l'œuvre dans le travail.
c'est aussi aux organisations syndicales. Et la CGT, et moi je salue je veux dire, la dynamique de l'UGIT, de notre structure des cadres et techniciens, qui ont mis en œuvre, avec le soutien de l'ANACT et du cabinet SECAFI, je veux dire, un outil. Alors, il s'appelle Radar, un outil, je veux dire, pour, comment on peut dire, concrètement passer aux actes. Diagnostic partagé, enquête et action. Et donc, on a toute une... Et dans un accompagnement. Donc, état des lieux, faire des propositions alternatives. En fait, comment on enclenche une dynamique de sortir du statu quo ou de sortir d'une forme de désespérance qui serait que c'est foutu ou y a plus rien à faire. Donc sortir de l'inaction. Et sortir de l'inaction, c'est aussi un formidable moyen de lever tout ce qui est porté par l'éco-anxiété. Passer à l'action, faire en sorte de rassembler employeurs, syndicats, travailleuses, travailleurs, pour porter les questions de transformation dans ce combat qui est le combat du vivant, le combat de maintenir la vie sur Terre. Donc ça vaut tout doit être porté dans cette dynamique-là. Je pense que ça peut aussi faire société et que dans les tourments que l'on traverse, je vais dire, au niveau planétaire et au niveau France, avec, je vais dire, des mesures qui se sont avérées totalement catastrophiques pour vivre ensemble. Je pense que cette volonté de se retrouver, rassemblés pour, je vais dire, relever le défi du climat est une chance pour notre pays et pour les entreprises. Entendu. J'ai mis en lien le radar là. Simplement, petite relance sur le radar. Le radar, il est générique, il vise à observer, à faire remonter. C'est quoi la place de la santé là-dedans? Est-ce que la santé trouve sa place là-dedans? Ça peut être intéressant à suivre. Alors, là encore, comme il y a Bernard Salingro est présent, et puis la présentation d'AXA était excellente. Tout ça n'a de sens que pour le bien-être, que pour la santé. Maintenir la vie, c'est se maintenir en bonne santé. Donc tout ce qui est à l'œuvre, en fait, c'est pour le vivant, le bien-être de la nature, le bien-être des femmes et des hommes, c'est le bien-être du vivant. Et ça n'a de sens. Donc c'est pourquoi aussi vous retrouverez dans cet avis des préconisations qui touchent l'institutionnel. Ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable d'avoir des plans qui se superposent. Ce n'est plus acceptable de continuer d'avoir des ministères qui ne travaillent pas ensemble. Donc on préconise un délégué interministériel pour faire en sorte que santé, environnement et travail portent la dynamique de santé globale. L'humain n'est pas en tranche. Donc, si le travail est le déterminant, il doit être au cœur des politiques de santé. C'est pourquoi nous portons aussi une préconisation de voir les organisations syndicales de salariés et patronales siéger dans les CTS, dans les conseils territoriaux de santé. C'est pas possible que dans les conseils, dans les bassins d'emploi, dans les bassins de vie, dans les territoires, on parle santé sans parler travail et sans parler environnement. Ce n'est plus acceptable. Donc, cet avis, il s'inscrit aussi dans la suite des évolutions et des transformations nécessaires du système de santé au travail, dans lequel il y a tout aussi, vous trouverez tout un passage, de mise en valeur de certains services de santé au travail, services de santé au travail et de prévention maintenant depuis la dernière loi, qui sont dans ce que j'ai entendu aussi évoqué par les collaboratrices d'AXA sur comment on utilise la data, comment on anticipe, mais surtout comment on accompagne
et comment on se sort, je veux dire, d'une vision médicalisée de la santé pour être dans une vision de promotion de la santé, dans une dynamique, je veux dire, en positif, et qu'on se sorte de je veux dire, de cette culture réparatrice qui fait que notre pays dépense des milliards, le coût du mal-travail, ça avait été évoqué par Xavier Bertrand en 2007, bientôt 20 ans, 2007, Xavier Bertrand, 4 points de PIB. En 2007, ça faisait 80 milliards. Donc le coût du mal-travail, c'est dépenser des sommes hallucinantes pour réparer ce qui pourrait être évité. Et le grand renversement à entreprendre, c'est prévenir, éduquer, promouvoir. Et toutes ces sommes qu'on ne va plus utiliser pour réparer seront à d'autres bénéfices pour le mieux vivre dans l'entreprise et dans le pays. Donc, oui, là, c'est une véritable révolution qu'il nous faut entreprendre. Et le climat, ce qui est à l'œuvre et ce qui va s'accélérer, parce que même si on arrive à tout changer là, maintenant, tout de suite, ce qui ne sera pas le cas, même si on le faisait, les 30 années qui viennent seront inévitablement des années de plus en plus compliquées en termes de dérèglement climatique et donc d'impact, et les impacts ont été aussi évoqués en début d'entretien. Donc il nous faut une mobilisation générale et cet avis concourt à porter des éléments, des préconisations pour enclencher cette mobilisation générale de l'ensemble du monde du travail. Merci Jean-François. Alors je précise que c'est toi qui m'as fait tilter quand on a cadré qu'effectivement tu as parlé de Xavier Bertrand, mais que tu me soulignais, tu me rappelais que Xavier Bertrand c'était le seul ministre qui avait la double casquette travail-santé et que depuis on l'a pas revu en magasin cette tête de gondole et ça a du sens. Effectivement. Et que pour les militants syndicaux qui étaient en responsabilité dans cette période-là, je ne sais pas ce que Bernard va dire, mais pour ce qui est de Nathan Jean-François, qui était conseiller confédéral de la CGT en charge du travail, des enjeux de santé et de la protection sociale, je peux le dire, et tout le monde, de toute manière, il n'y a pas de mystère là-dessus, parce que je l'ai déjà dit et écrit, ça a été les meilleures années, je veux dire, pour moi, en tant que conseiller confédéral, parce que j'avais à l'œuvre un interlocuteur unique pour parler travail, pour parler santé et pour parler organisation du système. Super, merci à toi Jean-François. Alors Bernard, je pense que tu as pas mal de rampes de lancement là que tu as lancé Jean-François. Alors je précise que Jean-François t'as présidé également l'INRS, donc vous êtes collègue collègues d'institution. Donc Bernard, tu as été président, maintenant tu es vice-président et tu es médecin du travail. Et Bernard, je te lance sur le fait que tu as écouté plein de choses. Tu passes en dernier, donc tu as le privilège d'avoir écouté plein de choses. Alors par contre, ton micro, il faut que tu actives ton micro, Bernard. Est-ce qu'on t'entend pas là? Attends. Non, on t'entend pas. Vous m'entendez là? Yes. Bon. Yes. Attends. 2 secondes avant de te. Après, tu vas où tu veux et c'est à moi de guider le truc. Mais simplement, moi, je vais te lancer en tant que vice-président de l'INRS. Tu m'as annoncé que l'INRS bossait sur un guide lié au sujet dont on parle ce matin, sur enjeux climatiques, dérèglement climatique et santé. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus, de faire un peu de teasing là-dessus avant de nous expliquer un peu le positionnement de l'INRS sur le sujet. À toi, Bernard. Alors, je n'ai pas oublié et rassure-toi, j'en parlerai. Je voudrais d'abord te remercier pour l'initiative de ce colloque qui correspond à l'actualité. Parce que si le travail à la chaleur est une chose médicalement qui est connue depuis fort longtemps, je pense que quand j'ai passé mon examen de médecin du travail, c'était dans la question de l'examen final, le WBGT, c'est-à-dire l'indice de confort thermique, avec la chaleur sèche, la chaleur humide, la chaleur radiée et la vitesse de l'air. Donc, c'est pas d'aujourd'hui.
Mais ce qui est d'aujourd'hui, par contre, c'est la fréquence, l'impact, la dureté des événements qui déstabilisent. Mais bon, on l'a tous dit, et c'est vrai que je suis dans une situation un petit peu difficile compte tenu de la qualité des intervenants précédents et de tout ce qui a été dit sur le sujet. Ce que je voudrais dire, c'est que avant que je ne l'oublie parce que ça paraît important, n'hésitez pas. Et ça, je parle à partir de mon expérience de médecin du travail, mais aussi d'administrateur de l'ANSES et d'administrateur de l'INRS. Allez sur les sites de l'ANSES et de l'INRS, il y a déjà pas mal de travaux qui sont publiés sur le sujet et qui donnent des consignes, qui donnent des idées. Alors je disais l'ANSES, l'INRS, mais aussi le CESE, hein, excuse-moi Jean-François, surtout que j'ai assisté à la présentation du guide et qui est remarquablement bien fait. Et je pense que c'est important d'aller déjà chercher sur les connaissances qui sont publiées, qui sont faites. Je pense aussi Bernard, si tu peux parler un petit peu plus fort. La salle nous demande. Bon, d'accord. Alors, donc, je disais d'aller sur le site de l'ANSES et de l'INRS et du CESE, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses de faites, mais que ça va continuer. Aussi, je dis d'être vigilant. Et c'est l'occasion d'animer des outils qui existent déjà mais qui ne sont pas suffisamment investis et amplifiés. Je pense au CSE, bien sûr. Je pense au DURP qui est mal fait ou qui n'est pas fait. Je pense à la fiche d'entreprise des services de santé au travail qui doit être faite pour chaque entreprise mais qui n'est pas faite. Et là aussi, il faut investir les services de santé au travail parce que les représentants des salariés y ont leur place et faire pression pour que ça se fasse. Et la chaleur, la canicule, les nouvelles technologies en fonction des nouvelles énergies, tout ça, ce sont des sujets qui doivent être étudiés, qui doivent être tracés, qui doivent être réfléchis et sur lesquels on doit penser à la prévention. Au niveau du dialogue social, je pense aussi qu'on en parlait tout à l'heure pour les vendangeurs, il y a une expérience qui est dans le BTP, moi, qui m'impressionne et qui est facteur de progrès. C'est-à-dire, quand il y a trop de pluie, qu'il y a trop de vent, qu'il y a trop de neige, il y a le régime des intempéries. Et il faut qu'on mette le régime des intempéries aussi quand il y a trop de chaleur. Quand il y a plus de 28 degrés, dit l'INRS pour les travaux physiques et plus de 30 degrés pour les travaux du tertiaire, il faut que s'il n'y a pas de parade, s'il n'y a pas de protection, s'il n'y a pas de disposition pour compenser, pour prévenir, eh bien il faut qu'il y ait un régime des intempéries qui tienne compte de la chaleur parce que c'est source de pénibilité, c'est source d'accidentabilité, c'est source de décès et c'est pas acceptable. Et ce qui existe dans le BDP pourrait très bien exister aussi sur tout des tas de branches. Je pense que c'est une initiative qui est au niveau des effets de la chaleur, vous l'avez tous dit. Bernard, je me permets, attention, avec ton micro, ça brouille, il y a des bruits parasites. Ah. Excuse-moi de te mettre la pression sur le son, mais Bon. ouais, je sais pas quand. Et là, c'est clair? Yes. Là, ça y est. Ouais. Yes. Ça devait être un papier, je pense, sur peut-être ton micro. Ah, d'accord. Ok. Faut que je reprenne ou pas? Ça va? Bon. Tu peux y aller. Donc, d'accord. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la chaleur, les effets sont multiples. Et il y a eu un congrès qui a été fait en 2022, auquel l'INRS a participé à Dresde, où on a retrouvé tous les équivalents de l'INRS et de l'ANSES dans tous les pays européens et même extra-européens, parce qu'il y avait le Canada, il y avait l'Amérique, il y avait l'Angleterre, enfin, donc c'était remarquable. Et on a vu que tous les pays sont concernés et tous les pays y réfléchissent et tous les pays échangent sur le sujet pour trouver des solutions. Par exemple, on a parlé des cancers cutanés, on a appris qu'en Allemagne, les cancers cutanés étaient reconnus comme maladies professionnelles quand il y a une exposition solaire importante et on sait le mesurer. J'ai remarqué qu'il y avait un tableau des valeurs admissibles, où au-delà des valeurs admissibles, et ça va intéresser Corinne, par ordre décroissant, il y a les maraîchers, les travailleurs des canaux, les lignards, les couvreurs, les maçons et les vignerons, les charpentiers et les chaffoneurs. Donc, à partir de ce tableau, ça peut être une base pour réclamer une maladie professionnelle ou un cancer
ou un accident du travail, hein, s'il y a un effet brusque. L'accidentabilité partout, c'est surtout les Italiens qui ont travaillé là-dessus, elle est augmentée et c'est démontré. C'était quand même intéressant à repérer. Au niveau des pathologies induites, on en a parlé tout à l'heure, tous les problèmes des moustiques, des zoonoses, les problèmes des allergies, etc. Les plantes, des plantes tropicales qu'on trouve maintenant dans le milieu tempéré, avec les effets, l'impact que ça peut faire, tout ça crée des problèmes. Et aussi, et ce qui était intéressant à Dresde et qui a été rapporté dans les publications de l'INRS, c'est l'effet des nouvelles technologies. En particulier les nanotubes de carbone qui sont très utilisés pour les pales d'éoliennes, etc. Et qui, quand elles sont, parce qu'elles ont une durée de vie limitée, les nanotubes de carbone, si c'est très bien, ça a plein d'effets intéressants pour les batteries, pour les pales d'éoliennes, etc. Sauf que ça peut créer des cancers aussi, ça a été démontré maintenant. Il y a aussi les problèmes des terres rares, etc., qui posent des problèmes. Donc c'est aussi ces problèmes, et aussi les problèmes d'organisation, on en a parlé tout à l'heure, de devoir changer les horaires, de devoir faire des préfabrications plutôt que de travailler sur le chantier, etc. Tout ça, c'est important. En conclusion, parce que beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas les reprendre, et ce n'est pas la liste médicale qui est importante, c'est la prise de conscience qui est importante, c'est d'investir les outils qui existent, et je pense en particulier au service de santé au travail, bien sûr, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais les représentants des salariés ne sont pas suffisamment investis, alors qu'ils ont des places qui sont prévues par la loi dedans, et ça leur permet de faire une pression pour que leur raison d'être elle soit réellement appliquée. Et parmi les raisons d'être, tous les événements en rapport avec la canicule, en rapport avec la chaleur, en rapport avec les nouveaux produits des nouvelles énergies doivent être étudiés, doivent être réfléchis, doivent être tracés dans la fiche d'entreprise et dans le document unique, etc. Simplement, historiquement, et ça c'est important, ça va rejoindre, je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean-François a dit sur le fait que c'est une occasion formidable de reprendre la main dans la réflexion collective et en particulier dans l'investissement au niveau syndical, parce qu'il faut se rappeler historiquement que les syndicats y sont nés au niveau à cause de la santé au travail d'abord. Maintenant, c'est un peu oublié, mais c'est pas suffisamment investi, et c'est l'occasion pour les salariés de réinvestir cet outil qui peut être efficace. Alors après, tu m'as posé le problème du guide prévu par l'INRS. Effectivement, ça fait partie du plan stratégique. Parce qu'il y a des publications, mais ça serait mieux s'il y avait un guide qui rassemble tout et qui donne des moyens, des pratiques. C'est en réflexion, c'est quasi décidé. Le problème, il faut être honnête, l'INRS est en difficulté actuellement parce que pour des raisons politiques que tu connais de négociations sur le fameux article 39, l'État coupe les vivres à l'INRS, à Eurogip et au CARSAT, ce qui fait qu'on a des difficultés, on ne peut plus embaucher, on ne peut plus investir, on a 30 à 40% de moins de ce qui est prévu par rapport au budget initial. Donc on vit une période difficile à ce niveau-là. Donc ça reste dans nos préoccupations, mais on est en stand-by un petit peu en attente à ce niveau-là. Merci Bernard. Alors là, tu ouvres parce que merci de partager un peu les contraintes budgétaires qui pèsent sur l'INRS et pas simplement sur l'INRS. Et dans quelle mesure c'est un peu contradictoire par rapport à... c'est totalement contradictoire parce que... Au regard des enjeux. L'investissement de l'INRS, c'est pour faire diminuer le coût des accidents du travail et le coût du mal-travail, qui est une bonne formule qu'a employée Jean-François, et il a tout à fait raison. Et donc c'est contre-logique, c'est contre-intuitif de ne pas investir à ce niveau-là, s'il y a bien un endroit où on ne devait pas investir. Et dans la branche AT, le FNPAT, c'est-à-dire le Fonds national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, c'est pas grand-chose par rapport à la masse financière de la réparation. Il y a là plus qu'une prise de conscience, c'est une réalité économique. C'est pas logique. Entendu, merci Bernard. Alors, c'est un vrai sujet. En tourne d'ouverture, on arrive à la fin de notre direct. N'hésitez pas à poser des questions si
Mais peut-être, Jean-François, rebondir sur un peu le constat que fait Bernard sur les budgets. Ah ben, On comme ne va pas en toujours, faire un débat, hein. comme toujours, je me retrouve en harmonie avec les propos de Bernard Salingro. Sur 3 points. Alors, vous retrouverez là aussi dans l'avis, on reprend une préconisation sur canicule, intempéries. Donc, et on porte la nécessité que tout de suite maintenant, parce que là, ça ne pourrait ne pas nécessiter une grande loi sur le travail pour faire en sorte qu'on modifie le décret pour voir en sorte, ou l'arrêté, pour voir en sorte que la canicule soit considérée comme intempérie. Nos grands aînés, oui, il y avait la neige, le vent, la pluie, le froid. On ne coule pas du béton à -10, hein, mais on n'avait pas pensé qu'il était possible, de vivre ce qu'on est en train de vivre. Donc, canicule comme intempérie, mais canicule pour intempérie pour le BTP, pour le monde de l'agriculture, mais canicule à réfléchir pour l'ensemble du monde du travail, et qu'il y ait, des formes d'automaticité, et une mise en protection du monde économique et donc des employeurs et des entreprises. Et donc là, il y a inventé, mais le monde assurantiel est peut-être là aussi pour ouvrir de nouveaux espaces, de répondre aux besoins du monde du travail, pour faire en sorte qu'on n'expose pas ou qu'on ne surexpose pas les travailleuses et les travailleurs, et qu'on ne mette pas en danger économique les entreprises en période de canicule. Où je rejoins Bernard, c'est quand il évoque le syndicalisme. Le syndicalisme est né pour comprendre, transformer les situations de travail dans une dynamique du bien-être, de liberté et de solidarité. C'est le sens même du syndicalisme. Et le défi climatique est aussi le défi du syndicalisme, de reprendre le sens de ce qu'il doit être. Voilà. Et puis, je rejoins Bernard, ce gouvernement est totalement à côté de la plaque. Il est totalement inconscient. Il porte une responsabilité féroce dans la dégradation des conditions de travail, en supprimant les ordonnances Macron. Alors, c'est pas ce gouvernement, mais ça fait rien. C'est quand même les ordonnances Macron qui ont saccagé littéralement la représentation des élus, des organisations syndicales dans les entreprises là où nous étions. Nos élus n'ont plus le temps de bien faire leur travail. On ne peut pas parler de proximité sans retrouver les moyens d'assurer cette proximité, cette connaissance du travail réel. Donc on a un vrai souci, mais les partenaires sociaux, on le sait, vont reprendre le débat sur le dépassement ou la remise en cause, des ordonnances Macron. Et puis la question des moyens. C'est pas possible qu'une branche action du travail et maladie professionnelle, alors là aussi vous trouverez une préconisation qui vise à utiliser les excédents de la branche AT-MP, parce que c'est quand même le scandale dans le scandale, c'est qu'on a une branche AT-MP qui est excédentaire par milliard, et que cet argent-là doit être mis au service de la prévention. Et donc il y a une préconisation aussi de l'avis qui vise à utiliser cette manne financière au service d'une autre dynamique que celle d'accepter la situation présente. Donc on a de très beaux combats à mener, mais c'est le combat pour le vivant. C'est pas le combat, centré sur faire du buzz ou faire du bruit. C'est le combat pour maintenir la vie sur Terre quand même qui se pose. Et c'est dans cet esprit-là de responsabilité que les organisations syndicales, je le sais, sont mobilisées. Et avec cet avis, c'est l'ensemble du monde du travail qui s'est retrouvé rassemblé pour dire
nous préconisons de travailler autrement et nous nous donnons les moyens de le faire. Ok, merci. Merci Jean-François. On va terminer le live. Corinne, tu as tête. On a parlé. Enfin, on va faire un petit tour conclusif. Donc, à toi la parole, Corinne. Alors, je partage avec mes collègues la nécessité de permettre aux syndicats de travailler. On est vraiment sur des positions de permettre aux salariés et aux entreprises de passer des caps de toute façon. C'est l'essentiel même de nos missions. On n'arrivera pas si on ne convainc pas les salariés et les chefs d'entreprise que le bien-être ce n'est pas le confort. Le bien-être, c'est juste assurer quelque chose qui demeure vivable et supportable. Parce que souvent, quand on parle de confort, c'est un petit peu on s'attire un sourire un peu sardonique sur la notion confort qui serait donc du luxe. Non, permettre à des salariés de se protéger, d'être attentifs effectivement à leur santé, c'est la seule façon d'arriver à avancer, quoi. Mais je suis d'accord aussi avec le fait, alors on a d'autres secteurs, d'autres problématiques, nous, telles que les TMS, mais le coût de la non-prévention, de la non-prise en considération est largement supérieur au coût qu'aurait la prévention dans les entreprises, largement. C'est incompréhensible d'ailleurs quand on voit les chiffres, que ça ne saute pas aux yeux et que du coup tout ne soit pas mis là-dessus. Incompréhensible, on va pas faire un débat là-dessus, mais Bernard a des arguments pour dire le côté qu'il faudrait faire payer plus cher les employeurs. Mais c'est pas forcément faire payer plus cher, c'est de dire simplement à un moment, quand un fait revient à plus de 2 millions d'euros par an en agriculture sur certains points, est-ce que mettre 100 000 euros ne paraîtrait pas être, pour éviter ça ou diminuer, ne paraîtrait pas intelligent? Et sur la question donc du climatique, c'est l'un des problèmes. C'est cette culture qu'il faut qu'il faut mettre dans les entreprises, que ça soit au niveau des salariés ou des responsables. C'est ça l'enjeu. Il faut arriver à faire passer cette compréhension. Entendu. Merci à toi. Merci. Merci. Rodolphe, ton micro. Oui, bien ça. Excusez-moi. Mince. Donc, petit mot de conclusion à vous, Sophie et Laura. Vas-y, Sophie, et après, je te passe la parole, Laura. Alors, très rapidement, pour moi, il y a quelque chose de paradoxal, mais que j'aime beaucoup les paradoxes. C'est qu'en fait, sur la santé au travail, on est quand même un peu en difficulté pour rester positive. Et le fait qu'on soit vraiment pas loin du nez dans le mur, peut-être qu'on l'a déjà du fait des évolutions climatiques, ça peut peut-être contribuer, deux contraintes réunies, à faire réagir. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Et dans les outils que nous allons mettre à votre disposition, que nous avons déjà commencé à mettre à votre disposition, dans les échanges que nous essayons d'organiser, c'est vraiment cette veine que nous voulons cultiver. Ce qu'ont dit les différents intervenants également, activons les fonds pour qu'au lieu d'indemniser, ils servent à la prévention. Je pense que c'est toute la thématique de l'évolution de notre métier aussi, en tant qu'organisme assureur, activer les fonds de prévention, pour en faire de la prévention. Voilà, merci Rodolphe. Merci à toi Sophie. Laura. Eh bien, pour moi, je rejoins évidemment tout ce que mes collègues ont dit, et je pense que quelqu'un a parlé de changement culturel. Pour moi, c'est un point très important
Alors, il y a la partie accompagner les salariés où vraiment il y aura un enjeu, que ce soit les partenaires sociaux et les employeurs, de les outiller pour qu'ils aient déjà la possibilité de prendre la pleine conscience sans faire peur aussi. Et je pense que ça, c'est un vrai enjeu parce que parfois, ça peut être inquiétant, tous ces sujets-là. Et donc, voilà, les outiller sur la connaissance, mais aussi ce qu'ils peuvent faire pour être actifs, parce qu'on sait que le meilleur moyen pour contrer aussi l'inquiétude, l'angoisse, c'est parfois aussi d'agir. Et donc, pour les employeurs, de donner cette possibilité d'agir en sensibilisant aux pratiques éco-responsables. Pour les employeurs, pour moi, il y a un vrai changement de culture à opérer, des accompagner là-dedans. C'est effectivement de voir le changement climatique sur la santé moins comme une obligation, qu'elle soit réglementaire ou alors un enjeu un peu de réputation, même si c'est un peu grossier, parce que je pense que quand même on a dépassé ce stade-là, mais il y a encore du travail à faire pour vraiment l'intégrer comme un enjeu humain, évidemment, hein, de santé humaine, mais aussi un enjeu économique avec des pratiques plus responsables économiquement, en adaptant voilà, l'activité, les produits, les services qui sont proposés dans chaque entreprise pour que voilà, sur toute la chaîne de valeur, en fait, on ait des pratiques plus responsables, plus durables, puisque en fait, à la fin, c'est un cercle vertueux. Plus on agira sur la santé et le bien-être, plus on agira positivement sur l'environnement et vice-versa. Quand on agira positivement sur l'environnement et la chaîne de valeur de façon responsable, on agira aussi positivement sur la santé. Écoute, merci pour cette approche globale, cette chute globale, Laura. Merci à AXA Santé Collective d'avoir porté cette rencontre. Merci à Corinne, à Jean-François et à Bernard d'avoir illustré, d'avoir apporté vos témoignages. Merci à vous dans la salle de votre participation active. C'est un sujet qu'on va continuer à suivre, hein, et notamment avec AXA, parce que merci à AXA, parce que c'est la 3e édition qu'on fait sur le sujet, hein, donc on n'a pas terminé de le faire. Bernard, un petit mot, Bernard, oui. Vas-y. Mais je voulais féliciter AXA qui a compris, à la différence de la Sécu, qu'investir dans la prévention, c'est rentable. Oui. Voilà, tu fais la chute d'AXA. Voilà, super. C'est dramatique pour moi, syndicaliste, ex-administrateur de la Sécu, de dire ça, mais c'est une constatation. Bon, écoute, message passé, Bernard. Écoute, merci à vous. Merci à vous dans la salle. Donc, je vous souhaite un bon week-end. J'ai annoncé les 2 prochains lives. On a un live mardi, rien à voir avec le sujet, mais sur les rapports d'activité des CSE. Il y a un live plus général, le 19, sur les entreprises qui verrouillent la liberté d'expression dans les boîtes. Et ça, c'est un vrai sujet que vous allez voir, ça va être sympa. On a des témoignages sympas. Donc, merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée. Compte rendu à suivre. Et je coupe. Merci. À bientôt. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.